Comment il enseigne? Oui. C'est parfait. Donc nous avons ce soir une excusée, Marie-Pierre Couzou, qui a donné le pouvoir à Isabelle Guillaume. Voilà. Nous n'avons pas d'autres excusés et d'autres actuellement. Je vous propose de valider le compte rendu du conseil municipal du 23 janvier. Abdel arrive. Première délibération concernant l'acquisition d'une Marianne pour la nouvelle salle de conseil municipal. Marianne qui a été commandée auprès de l'artiste international Gauthier Delis-Godric pour une valeur de 2 000 € hors taxe, ce à quoi sera déduite la subvention du conseil départemental. Vous avez été 14 à voter pour, 0 contre et 2 à vous abstenir. Nous avons ensuite procédé au choix du prestataire pour l'étude géotechnique du presbytère pour une valeur globale de 3 400 € hors taxe, soit 4 080 € TTC. Et vous avez été 18 à voter pour, 0 contre et 0 abstention. Concernant le choix de du coordinateur de sécurité de protection de santé en sécurité clinique pour le diagnostic de rénovation du presbytère, c'est la société Socotec qui a été retenue à Montauban pour une somme hors taxe de 8 700 €, soit 10 440 € TTC, et vous avez été 18 à voter pour, 0 contre et 0 abstention. Ensuite, on a eu un point d'information de présentation du projet de la maison de santé par Liliane Plat. Et nous avons ensuite fait une délibération concernant le choix du prestataire de l'étude géotechnique pour la construction de la maison de santé. C'est la société Cosser Environnement qui a été retenue pour un montant de 1 850 € hors taxe, soit 2 220 € TTC. Et vous avez délibéré à 18 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ensuite, nous avons réajusté le prix d'une vente d'un terrain communal au cours 10, puisque nous avions une proposition pour le terrain de 1644 m² qui a été proposé au prix de 125 000 €. Vous avez été, je cherche, voilà, 13 à voter pour, 1 voix contre et 4 abstentions. Nous avons ensuite adapté les tarifs de cantine de la LSH, puisque lorsque nous avions délibéré sur la mise en place de tarifs pour les extérieurs, nous ne l'avions pas répercuté pour les tarifs de cantine à LSH. Je vous rappelle que pour les Billobricains, le tarif de cantine s'élève à 3,29 € TTC et pour les extérieurs avec dérogation à 5,66 € TTC. Et vous avez été 18 à voter pour, 0 contre et 0 abstention. Et ensuite, nous avons validé une convention d'accueil des enfants de Vaquier concernant la LSH pour que, le temps qu'ils puissent s'organiser pour choisir un prestataire, nous avons pris une convention qui court jusqu'à l'été pour les dépanner, au même titre que les autres communes de la CCF, certaines ont accepté de le faire. Et vous avez, je cherche les votes, à l'unanimité, voté pour la signature de cette convention. Vous avez donc tous reçu ce procès verbal de compte rendu la semaine dernière, ainsi que l'ensemble des documents qui composent l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Avez-vous des remarques, des compléments, des modifications, des interventions à faire sur ce compte rendu que vous avez le temps de lire? Bon, très bien, je vous propose de le mettre au vote. Qui est favorable à ce compte rendu? Isabelle, tu votes pour 2, bien sûr. Qui est défavorable à ce compte rendu? Qui s'abstient? Très bien, à l'unanimité, les présents et représentés. Avant de démarrer ce conseil, je vais laisser la parole à Aurore Pojol, qui va nous lire une motion concernant la fermeture d'une classe sur laquelle je vais vous demander de vous positionner de façon à ce que nous fassions parvenir la décision du conseil municipal, ou la position du conseil municipal concernant cette fermeture. Motion pour le maintien d'une classe. Le conseil municipal réuni le 20 mars 2023 présente la motion suivante. L'Imodric est informé par l'Éducation nationale d'une fermeture de classe en maternelle à la rentrée 2023-2025. Pour l'année 2022-2023, les effectifs sont les suivants. En maternelle, 5
157 enfants inscrits en élémentaire, 121 élèves inscrits, soit un effectif total de 178 élèves. Pour la rentrée 2023-2024, les prévisionnels d'effectifs sont les suivants. En maternelle, 70 enfants inscrits, soit 13 enfants de plus. En élémentaire, 114 enfants inscrits, soit un effectif total de 184 élèves, soit une hausse de 6 élèves. Cette décision de fermeture de classe est incompréhensible au regard de l'évolution des effectifs à 6 mois de la rentrée. D'autant plus que le projet de l'éducation nationale prévoit un double niveau grande section CP au sein de l'école élémentaire. La ville s'oppose fermement à cette fermeture pour éviter la sous-charge dans les classes de maternelle, qui seront à plus de 30 enfants, garantir la qualité de l'enseignement, de la pédagogie et du développement de l'enfant. Pour rappel, l'école élémentaire qui devrait accueillir le double niveau n'est pas adaptée à des enfants de moins de 6 ans. Les sanitaires, la salle de restauration scolaire, la cour de récréation et le mobilier. La prévision des effectifs en petite section de maternelle à la rentrée 2024-2025 confirme cette hausse. Nous avons un prévisionnel de 28 enfants à venir. Pour ces raisons, le conseil municipal demande le vote contre la décision injuste de fermer une classe en maternelle et décide d'envoyer cette motion au DAZEN au sein du rectorat. Est-ce que vous avez des questions? Des infos supplémentaires? Vous avez tous suivi, donc, parmi les réunions publiques que l'on a organisées, cette affaire-là. Si vous avez des questions complémentaires ou des choses à rajouter ou à modifier sur cette motion, n'hésitez pas. Je n'ai pas tout suivi, mais ce serait juste pour un an alors. Au vu des effectifs, oui, sauf que quand on ferme, c'est difficile de rouvrir au bout d'un an. Ça va, vous avez tous intégré cette motion, donc une fermeture prévisible adoptée lors d'une hausse considérable des enfants maternels et une hausse globale sur les deux écoles. Ça va? Rien à rajouter? Qui est favorable à l'adoption de cette motion? Qui est défavorable à cette motion? Qui s'abstient? Je propose donc qu'elle soit signée à l'endroit de l'ensemble des membres du conseil municipal. Et qu'on... Ça sera une déclaration comme les autres en effet. Voilà. Et que du coup, c'est le vote qui va fort. Ça va? Oui. Allez, je vous propose qu'on reprenne le cours normal du conseil. Donc, votre UPV étant été voté et la motion étant été approuvée à l'unanimité, nous allons passer maintenant à l'approbation du compte de gestion de la commune. Donc, je vous rappelle que le compte de gestion est établi par la Direction générale des impôts, d'accord, et qu'il doit être en concordance avec le compte administratif que nous élaborons. Alors, c'est le même tableau qu'on vous reproduira sur l'ensemble des 3 résolutions à venir, puisque nous avons celui du groupe 10 et après les 2 de la commune, c'est-à-dire celui de la commune et celui du groupe 10. Donc, c'est un document que nous avons eu l'occasion, c'est un document que nous avons eu l'occasion de brosser ensemble, puisque dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, de la réunion qui s'est tenue le 20 février, en présence de M. Abonnel, de la direction régionale des impôts, voilà, qui a donc confirmé la qualité de gestion et confirmé la véracité des chiffres que l'on annonçait, donc la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif. Donc, je vous propose de le passer en revue. Donc, sur le fonctionnement, on est sur un
résultat excédentaire à 384 000 €. Je ne vois pas bien de loin l'aboutir. Sachant qu'il faut pondérer ce résultat par deux éléments. Le premier, c'est le résultat 2021 que nous n'avons pas affecté à l'investissement et que nous avons gardé en fonctionnement. Donc le résultat net d'exploitation, si on peut dire, pas de ce chiffre-là, mais il a à déduire de 47 000 €, l'excédent 2021. Et est également à déduire la vente, la rétrocession du cours pour une somme de 200 000 € qui transite par le compte de fonctionnement et qui a vocation, puisque c'est une session d'investissement, à intégrer l'investissement. Donc, ça veut dire que le résultat réel entre les dépenses et les recettes, si comptablement il s'élève à 384 000 €, il s'élève exactement à 136 ou 137 000 €. Hein? Oui. Allez-y, pardon. Pour autant, là, ce qui nous occupe, c'est le compte de gestion et le compte administratif, donc du coup, les chiffres sont réels, et ils sont ceux-là, pour le moment. Le reste, c'est la prospective pour le budget 2020. Mais effectivement, M. Bourrel a raison, il faut tenir compte de ça, parce que c'est 384 000 €, ça semble énorme, mais il y a tout ce qu'on avait conservé en fonctionnement et qui doit être pour 2023 à destination d'un secteur d'investissement. Ça va sur ce chiffre. Donc le résultat net d'exploitation entre les dépenses et les recettes s'élève à 136 000 €, mais viennent gonfler cette affaire-là. Le résultat 2021, 47 000 € et la rétrocession du cours 10 pour 200 000 €. Et donc ça pervertit à la hausse d'une certaine manière les chiffres qui sont réels et sincères, mais en tout cas qui font état de cela. Maintenant, au niveau du compte de gestion, le compte de gestion de la commune reflète exactement notre compte administratif. Donc là, il a également, de la même façon que le Bourdis, le compte de gestion du Bourdis reflète au centime près le compte administratif de le nôtre, de 2022. Du coup, il va falloir voter là maintenant une fois le compte de gestion commune et une fois le compte de gestion Bourdis. Et après, on votera le compte administratif commune et le compte administratif Bourdis. Donc, 4 votes. Est-ce que ça va? Avec le même montant. Ça va être terrible, hein? Voilà sur la partie fonctionnement. Oui, c'est un rouge. C'est un rouge. C'est un rouge, c'est parce que en fait, c'est des modèles en fait, qui s'étaient faits à rectifier. Sur la partie investissement, donc je rappelle que depuis le début du mandat, aucun emprunt n'a été contracté et nous avons pris la décision de n'en contracter aucun durant la durée du mandat. Et donc ce sont simplement par le biais des subventions et des disponibles que nous avons que l'on financera les investissements de la commune. Concernant le solde d'investissement 2022, il s'élève à 90 637,06 €. Là, je le vois bien. Est-ce que vous pouvez cliquer avec votre petit Prado? Alors, parlez-nous, Barbara, du reste à réaliser, pour que ça soit intelligible pour tout le monde. Pardon. Ça va revenir. Alors, au niveau des restes à réaliser, pour que nous, au-delà de la délibération qu'on avait prise pour pouvoir payer par l'investissement les nouveaux travaux ou les nouvelles acquisitions, il nous était nécessaire de mettre des restes à réaliser. Et là, moi, j'ai mis en hauteur de 367 000 à 567,50. C'était pour permettre de pouvoir payer les artisans qui réalisent les travaux aujourd'hui, que ce soit sur la ville, que ce soit les résiduels de la salle de gare, que ce soit les résiduels du chai, que ce soit les résiduels du local de stockage ici ou du garage de l'église. Comme c'était une grosse somme, on est obligé de faire des restes à réaliser. Ce montant-là sera
reportées sur le budget punitif. Et du coup, ça minimise effectivement l'excédent d'investissement, mais à ces 90 000 euros, il y aura après il y aura que le delta entre ce que j'ai bien réalisé et le reste de travaux à payer. Qui n'a pas compris? Je vais poser la question autrement. Qui a mal à la tête? Donc, on finit l'exercice avec un solde de 90 000 euros, sachant qu'il faut rester à réévaluer ces deux choses qui sont à payer et qui nous sont arrivées pour 367 000 euros. Et on verra quand on travaillera sur le budget d'investissement 2023 l'ensemble des sommes qui doivent arriver et qui sont conséquentes, puisqu'on arrive entre 500 et 700 000 euros, mais ça on le verra quand on travaillera le budget au mois d'avril. Y a-t-il des questions sur un certain nombre de lignes, des choses qui sont susceptibles de vous empêcher de dormir? Je vois que vous consultez les documents qui vous sont parvenus sur votre portable. Toi, je t'ai vu et toi, je t'ai vu. Bon, donc je le répète, un solde d'excédent assez théorique de 384 000 euros, mais qui est réel à 136, 137. Je pourrais vous dire exactement, mais je ne l'ai pas sous les yeux, 136, je ne sais pas combien. Je l'ai là. Je vais vous dire exactement parce que je l'ai noté. Où est-ce que je l'ai? 137 396,38. C'est le vrai solde si on ne tient pas compte des reports et des recettes qui n'ont pas vocation à être dépensées dans l'investissement. Dans le fonctionnement. Et en ce qui concerne l'investissement, un solde après avoir réalisé un certain nombre de choses, 90 637,06 centimes. Avez-vous des questions, des interrogations, des remarques, des choses qui nous posent question? C'est pas extrêmement excitant, je suis désolé, mais il faut le faire. Et il n'y en aura pas beaucoup ce soir, des trucs. Des fois où on se marre bien, mais là, ça va sur cette affaire-là? Oui, ça va. On vote le compte de gestion, c'est-à-dire celui qui est issu de l'administration, qui est favorable à l'approbation du compte de gestion de la commune de Villaubricain. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe maintenant à celui du CORDIS. Toujours compte de gestion, c'est-à-dire celui qui émane de l'administration générale. Barbara. Donc, du coup, au niveau du compte de gestion du CORDIS, en fait, il y a eu quelques travaux au niveau de l'électricité. L'assainissement sur les travaux des deux lots que nous avons réalisés ne nous est pas encore parvenu en 2022, mais nous parviendrons probablement, et je l'espère, en 2023. Ce qui fait qu'on a un solde du coup d'investissement à 115 000 904 et un solde de fonctionnement à 327 214. Ces résultats-là sont identiques au niveau du compte de gestion et avec une comptabilité parallèle complètement exacte. Bon, tout va bien. C'est compliqué parce qu'il n'y a plus beaucoup d'activités dessus, si ce n'est des ventes maintenant, Je t'ai vu bailler. Non. Pas de questions? Ok. Et qui est donc favorable à l'évolution du compte de gestion du CORDIS? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On passe maintenant à celui de la collectivité qui est au centime, au compte administratif de la collectivité qui est au centime près. L'exacte répétition, on ne sait pas trop raconter. Bon, d'accord. Vous vous souvenez que M. Abonnel est venu donc poser un regard sur notre comptabilité et plus largement sur nos modalités de gestion. Si vous voulez, on en reparlera. C'est exactement la même chose qui vous est présentée.
Mais du côté administration communale, c'est en fait, mais c'est pas la même chose au final. Ce sont les mêmes chiffres au centime près, donc je ne vais pas vous les redire. Pas plus de questions? Qui est favorable? Monsieur, Ah oui, c'est vrai. il ne vote pas. Il s'agit du côté administratif. C'est vrai. Profitez du fait que je n'ai pas de voix pour vous faire entendre. Donc je reprends. Qui est favorable, pardonnez-moi? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Et donc le maire ne prend pas part au vote. J'adore. Ok? Et donc enfin, faire circuler ça, absolument. Et enfin, on fait la même chose sur le coulisses, absolument. Donc, même chose que vient de vous dire Barbara, 327 214,69 € d'excédent de fonctionnement et 115 904,98 € en investissement pour le compte du Mourdis. Qui est favorable à cette affaire-là? Là aussi, je ne vote pas? Non, d'accord. Décidez d'être désagréable ce soir. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Donc, on passe maintenant sur l'admission en non-valeur. L'admission en non-valeur des créances éteintes. Vous nous en dites deux mots, Barbara, parce que c'est. Alors, ce sont dormez pas. Les admissions à non-valeur, ce sont toutes les créances qui sont éteintes ou qui ne pourront pas être récupérées par la trésorerie, soit parce que déjà elles sont parties, soit parce que c'était indu. Et là, en l'occurrence, c'est une somme de 47 € et des mèches. Voilà. Donc, du coup, c'est en grande partie déjà des petits montants. Et c'est des petits montants qui ne peuvent pas être recoupés par la trésorerie. Et qui ne sont pas petits, en fait, ce sont des montants où les gens sont partis, en fait. En fait, ça correspond à 3 personnes. Au total, 37 € pour 3 personnes. Non, je ne peux pas le nom. Il y a une somme de 2,98 €, une somme de 44,06 €. Voilà, c'est 2 personnes. Voilà, donc pour ça, on sait que la trésorerie a fait tout le nécessaire pour récupérer ces sommes-là et qu'elle ne nous parviendra pas. Et notamment les 2 €, c'est en dessous de la somme de 15 € qui est nécessaire pour faire les dommages. Donc là, elle ne prend même pas de dommages. Et pour le reste, la personne est partie sans les dommages, on ne prend pas de dommages. C'est à mettre en lien avec les 1500 € qu'on avait perdu l'année dernière. Épuré l'année dernière. Alors l'année dernière, on n'avait pas mis, on n'avait pas fait, on a mis de côté. C'était une somme pour la dépréciation. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Non, ça vient d'une diminution. On est plus à 1560. T'as bien fait venir. Ouais. Voilà, donc 47,04 €. Est-ce que ça souffre d'un échange contradictoire? Non? Ok. Il faut voter pour ça, ouais. L'administration assez secrète. Qui est favorable? Je peux voter là. Vous êtes gentil, merci. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je suis un peu désolé, mais ce soir, c'est un peu des sujets froids. Hein. La désaffection du domaine public communal d'une partie du parking. Désaffectation. Oui, désaffection. Oui, je suis dans ma période hospitalière. Ok, désaffectation. Merci, Jean-Julien. Mais vraiment, que ferais-je? Donc, désaffectation du domaine public communal d'une partie du parking de la salle des fêtes. Vous savez que le parking de la salle des fêtes va être réorganisé au bénéfice d'un agrandissement partiel, celui-là même s'intégrant dans la qualité et la garantie sonore de futurs équipements, puisque les SAS ont été mis en exergue comme proposant 50% de réduction sonore. C'est la raison pour laquelle tout autour de la salle des fêtes seront constitués des SAS en construction. Et
donc le parking sera redistribué, il y aura une perte de 2 places de parking, donc c'est plutôt une redistribution qu'une diminution du nombre de places. Néanmoins, comme c'est un parking public, il faut en désaffecter une partie pour l'affecter à la construction. Voilà l'objet de la discussion, sur lequel vous devez donner votre accord pour modifier le parking, désaffecter une partie de l'espace public qui va être transformé en salle d'accueil et de réception à la salle. Tu vas bien? On en a déjà parlé quand on a parlé de la salle d'accueil, donc il faut le faire. Pas plus là. Ok. Qui est favorable à cette disposition? Qui est défavorable? Je vous remercie. Nous devons faire la même chose, la même opération pour l'ancien terrain de tennis, donc la désaffectation du domaine public communal du terrain de tennis, qui va accueillir le prochain espace de santé. Et donc nous devons le sortir de l'espace public pour le consacrer à cette construction tant attendue sur laquelle vous êtes nombreux et nombreux à travailler. Donc, désaffectation du domaine public de cette parcelle correspondant à l'ancien terrain de tennis et délimité tel qu'il a été par le géomètre lorsque l'on a fait passer le géomètre. Avez-vous des questions, des remarques? Les faire en chanson? Non. Edouard, tu veux dire quelque chose? Tu voudrais? Ok, qui est favorable à cette désaffectation? On attend que Jean-Julien nous s'exprime. Voilà. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous aurais prévenu ce soir, ce n'était pas du Tyrol. Complément de délibération relative aux délégations consenties par le maire au conseil municipal. Au maire. Ah oui. Donc, en début de mandat, il y a un certain nombre de délégations un peu package qui sont consenties et n'ont pas été intégrées, celles qui autorisent le maire à déposer des permis 1 ou des permis de construire. Et donc, en conscience, nous allons réparer cette oubli. Donc, en général, pour l'ensemble des permis qui font l'objet d'une demande de notre part, mais nous devons le faire de façon, si ce n'est rétroactive, en tout cas actuelle, pour la rénovation de la salle des fêtes, pour la construction de la maison communale de santé et le réaménagement des presbytères, puisque pour les trois, des permis ont été ou sont en cours de dépôt et pour lesquels il faut que j'ai votre autorisation pour déposer. Alors, est-ce que pour les autres permis de construire, c'est la délégation qui va valider, on aura qu'à le demander? On pourra tout en discuter, en parler, on peut le présenter, mais sachez que potentiellement, tous les projets seront autorisés d'office et d'emblée à déposer des permis de construire. Sur les projets, bien sûr, comme vous aurez décidé en conseil municipal, Bon, c'est une formalité parce que sur tous ces projets-là, on en a débattu, on a présenté les plans, on a présenté les cours, tout ça fait l'objet d'un débat assez précis, donc il va de soi qu'on avait déposé un permis de construire. Mais en tout cas, cause, il faut formaliser l'autorisation. Avez-vous des remarques par rapport à cette affaire-là? Donc, on le fait de façon quasi rétroactive pour la salle des fêtes, la maison communale de santé et le presbytère, et on le fait de général pour l'avenir. Qui est favorable à ça? Il y a une ambiance ce soir? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Merci. Alors, nous passons ensuite sur le choix d'un acousticien pour les travaux d'extension de la salle des fêtes. Donc, nous avions réalisé un travail préalable avec le cabinet Hémacoustique, avec lequel nous avons travaillé. Je rappelle que la mission qui a été confiée à cet acousticien a consisté pour le compte de la commune à faire un diagnostic préalable et des préconisations pour la rénovation de la salle des fêtes de façon à ce que
elle ne cause aucune nuisance à l'environnement. Ça, c'est le diagnostic préalable qui a été fait et qui a été réalisé. C'est comme ça qu'on nous a dit qu'il fallait faire ça, c'est comme ça qu'on nous a dit, etc. Ça choses. Et nous avons aussi dans ce contrat avec la société Acoustique l'analyse de sortie, c'est-à-dire des tests qui sont faits à la sortie pour vérifier que les préconisations de départ ont été suivies des faits par l'architecte et par les entreprises et qu'on a le résultat qui est conforme à ce que l'on souhaitait avoir dès le départ. Et il appartient à l'architecte, donc M. Dubert, de s'assurer auprès de l'ensemble des entreprises que les matériaux qui sont installés sont des matériaux qui correspondent entre la réparation d'une certaine manière, entre le diagnostic de départ et le diagnostic d'arrivée. Ça, c'est lui qui s'en charge sur son affaire. On a reçu un certain nombre d'expériences par certains d'entre vous qui nous ont fait part de, comment dire, d'analyses qui pouvaient être discutables concernant des acousticiens. Et on s'est renseigné, vous êtes un certain nombre, vous êtes renseigné en disant, au bout du compte, les acousticiens, quand on n'en a qu'un seul, ça peut être compliqué. Et si derrière on avait une forme de contestation, en avoir un seul, c'est moins bien que d'en avoir d'autres. Donc nous avons pris en bureau l'orientation de vous proposer le fait d'en prendre un deuxième sur des mesures qui sont des mesures beaucoup plus restreintes, mais qui permettront en doublant de vérifier le fait que notre acousticien fait bien le travail et que les analyses que nous propose sont réelles, véritables et sincères. De façon à ce que si un jour une quelconque contestation venait à émerger, nous puissions faire état de deux cabinets d'acousticiens différents et qui auront théoriquement validé les mêmes mesures. Si tel n'était pas le cas, c'est-à-dire si on n'avait pas les mêmes mesures, alors on demanderait aux acousticiens de refaire le travail et de nous dire à quel moment, effectivement, ils arrivent à la conclusion qu'ils n'ont pas les mêmes mesures. Et là, on reviendrait devant les entreprises et devant l'architecte pour lui demander pour quelle raison on a des mesures différentes. Donc, effectivement, ça a un coût, ça s'appelle le coût de la sécurité. Il s'élève pour la partie analyse de programme à 2 500 € en taxe et pour l'analyse mesure de réception et études réglementaires à 2 480 € hors taxe. L'un s'additionnant à l'autre. Donc effectivement, ça fait une somme. C'est le prix de la tranquillité pour les décennies à venir. C'est le prix également de l'authenticité et de la véracité des documents et des mesures qui nous seront fournis. Vous direz, on n'est pas obligé. Mais un homme averti en deux, et pour le coup, la prudence. Exactement. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. C'est un surcoût de 5 000 €. C'est une sécurité. Et dans la situation dans laquelle l'histoire de notre village vis-à-vis de la salle des fêtes se situe, je pense qu'on peut se payer ce confort. Ça reste minime vis-à-vis des travaux engagés. Pardon? Ça reste minime vis-à-vis des travaux engagés. Oui. Enfin, vu le montant des travaux engagés. Oui, mais Gérard, tu dis quoi? Le là, montant des travaux engagés, enfin, moi, je suis pas d'accord parce que s'il y a une contestation, quelle qu'elle soit, ce sera au contestataire de donner la preuve que ce n'est pas conforme à ce qui a été initialement fait. Donc, payer 2 acousticiens pour dire tout est bon, ou contrôler le travail du premier acousticien. Alors, c'est pas tant contrôler le travail, c'est un travail qui est fait en parallèle. Sachant qu'ils sont informés l'un et l'autre, qu'il y a un autre acousticien qui connaissent effectivement l'identité. Mais c'est un travail qui est fait en parallèle aveugle. C'est-à-dire qu'ils refont les mêmes mesures dans des conditions qui doivent être les mêmes, mais à des moments différents, ils doivent arriver au même résultat. Il y a une archive, il y a un acousticien qui est passé, voilà, le travail est fait, on n'a pas à se justifier d'un travail qui a été fait. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Et s'il y a quelques résonances qui prêtent à tort à la personne de payer pour prouver que c'est pas conforme. Enfin, pourquoi on se justifierait d'un travail qu'on a fait? Parce que quelque part, c'est ça. Tu te justifies en doublant
un travail, je ne vois pas le faire. Y a-t-il d'autres réactions? Juste pour répondre un petit peu à Gérard, on regarde quand même un peu l'historique de cette salle des fêtes et des mises en cause qu'on a vues au niveau de la municipalité. La personne qui nous a mis en cause n'a jamais prouvé qu'il y avait des mesures qu'il avait fait de lui-même, réalisées de lui-même, et qui avaient prouvé qu'on était au-delà des limites. On nous a reproché qu'il y avait du bruit, ça a été à nous de prouver qu'on n'était pas dans les normes. Mais lui, à aucun moment, il n'a mandaté d'entreprise pour vérifier qu'il y avait du bruit ou trop de bruit. Et la mise en cause, elle a été faite simplement par un dépôt de plainte, et c'est nous qui avons été amenés à passer au tribunal et à prouver qu'en fait notre légitimité quant à faire du bruit utilisé à sa défaite. Donc c'est pas la personne qui nous a attaqué qui a prouvé qu'on était hors des limites. Il n'a pas mis un peu contexte sur une analyse de quoi que ce soit. Aujourd'hui, le travail est fait. Il y a des factures qui justifient qu'il y a un travail qui a été fait. Ah, mais ça, d'accord, oui. Voilà, peut-être que la défense n'a peut-être pas été à la hauteur. Parce que Suzanne. les acousticiens, ils ont un label COFRAC. Donc moi, je suis un peu d'accord avec Gérard, parce que ça veut dire qu'on peut remettre en cause sur une tas de choses. C'est l'acousticien, ça peut être autre chose. L'électricien, s'il n'est pas labellisé, on ne va pas l'utiliser. Ça reste- Gérard. Après, alors, dehors, s'il y en a deux, alors on en prendre trois, histoire. Voilà, Ça reste des domaines pointus et l'expertise est importante. C'est comme dans la géothermie. Ça veut dire les analyses, elles sont certifiées, elles sont tracées. Et l'acoustique, je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait une trace quelque part pour aller vérifier si Il y a un DTU comme tout ce qui est normalisé. c'est normalisé. Moi, oui, c'est normalisé certes, mais une fois les travaux, est-ce que quelqu'un a les compétences de vérifier le travail de ces gens-là? Hormis si tu mets pas une deuxième personne en concurrence. Je disais pardon, excuse-moi. Pourquoi le deuxième acousticien, on est parti d'un fait réel. Ça a existé, c'est vraiment un truc qui est en justice aujourd'hui, ça existe. C'est-à-dire qu'il y avait un premier acousticien qui avait été programmé par l'archi. Le mec s'en est un peu lavé les mains en disant moi, j'avais une mesure d'entrée, n'importe quoi à 10, j'ai une mesure sortie à 10. Ça me suffisait amplement. Par contre, les murs avaient mal, je dirais, isolés, et on entendait, donc il y avait une réverbération, mais il y avait oui, si tu veux, une vibration qui était faite. Et c'est pour ça que le deuxième acousticien avait été pris à l'époque par ces gens-là qui avaient une salle de fête, une salle de musique pour justement faire le pendant avec le premier acousticien. Qui est le premier acousticien? Celui de l'archi, et le deuxième étant le nom. Moi, je ne vois pas l'intérêt, puisque la problématique, elle ne vient pas de l'intérieur. S'il y a une problématique, elle viendra de l'extérieur. À partir du moment où, de toute façon, il y aura ce problème d'acoustique qui va être réglé, il y aura un solomètre, je pense. Bien sûr. Bon, voilà, donc le problème... Avec un principe d'enregistrement, garder un mois, etc. Le problème ne sera pas de l'intérieur. Donc, je ne vois pas pourquoi on va se tirer de la à payer encore plus cher quelque chose qui ne va pas... C'est effectivement un point de vue. Je corrobore ce que dit Jean-Julien. Lorsque cette expérience, en tout cas, nous a été rapportée, les mesures qui ont été faites par l'acousticien étaient conformes. Et là, pour le coup, le voisinage a commandé une mesure par un acousticien indépendant. Et les mesures n'étaient pas les mêmes. Et donc, il y a deux acousticiens patentés qui avaient des mesures différentes pour le même bâtiment et le même volume sonore à l'intérieur. Et c'est ça qui a créé, d'une certaine manière, un angle mort sur ça. Et donc, on se dit, à notre réflexion, alors certes, c'est 100 000 euros. L'argent au service de notre projet et d'efficacité long terme. Parce qu'on est sur un des points de cristallisation de l'histoire du village sur lequel il va falloir tourner la page. Et donc, la meilleure façon, me semble-t-il, de tourner la page, indépendamment de ce que l'on peut faire et de la façon dont on discute, c'est de
de prendre toutes les mesures de façon à ce qu'on soit totalement irréprochable sur nos agissements, nos comportements et nos décisions. Et en l'occurrence, si on a deux acosticiens qui confirment les mêmes mesures, alors si à un moment donné il y avait un détachement de potage, on pourrait dire écoutez, il y a deux cabinets indépendants, il y en a un qui travaille pour l'architecte, un qui a travaillé pour nous, et sur cette affaire-là, on a des mesures correspondantes, sachant que les donneurs d'ordre sont différents dans les deux cas. Alors bon, on continue à vous exprimer, j'exprime mon point de vue. Hein, j'entends que j'en fais de même aussi. Mais je rappelle que la première, l'acousticien et l'acoustique, celui qu'on a contacté pour faire l'analyse de départ et qui fera l'analyse de la sortie, toute la partie suivie des travaux, identification des matériaux d'isolation en fonction de l'obligation de résultat, c'est l'architecte qui se le paye. C'est pas nous. Voilà, donc l'architecte qui se le paye. Donc ça ne fait pas une double somme pour la ville, même si effectivement on peut considérer que ce qui est donné à l'architecte et qu'il le redonne après, ça provient des finances. Voilà, puisque le choix des matériaux a été fait en conséquence, donc il y a quand même des garanties. Voilà, c'est mon point de vue. J'estime que. Est-ce qu'on peut avoir d'autres avis de façon à ce qu'on puisse se faire une idée sur la façon dont vous raisonnez sur ce dossier-là? Juste une précision, quand on parle de l'acousticien qui est de l'archi, c'est pas de l'archi, puisque c'est nous qu'on a voté un appel d'offres, c'est pas l'acousticien de l'archi, c'est pas lui qui est venu avec l'acousticien. Voilà, c'est juste. Il est totalement indépendant. Voilà, tout à fait. Les deux sont au courant, en fait. Oui, bien sûr. Les deux sont au courant qu'il y a une autre vision qui est donnée avec la vôtre. Et ils ne doivent pas travailler ensemble, ils doivent travailler en parallèle. Ça se fait, hein, pour en avoir parlé avec un certain nombre d'architectes, dans des dispositions qui sont. Ça se fait de plus en plus dans certains domaines où il y a eu des abus. Ça veut dire qu'on fait souvent appel à des experts, soi-disant des experts pour faire des diagnostics, sauf que souvent ces diagnostics, elles sont plus ou moins arrangées. Donc si tu n'as pas une confrontation directe de comparaison entre deux éléments politiques, tu n'as aucun moyen de vérifier, à part mandater une fois les travaux finis pour demander à quelqu'un pour venir faire les vérifications. Oui, mais une fois que c'est fait, tu peux plus identifier la qualité et l'efficacité des matériaux d'isolation. Tu fais un constat, c'est tout. Sylvain, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai simplement dit que c'était l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage, on peut aller chercher autant d'experts que l'on veut sur n'importe quel type de maîtrise d'ouvrage. Ouais. Moi, ça me donne, c'est pas gênant, c'est certes un coût. On regarde l'impact que ça peut avoir demain, mais je pense que c'est pas grand-chose. Je regarde un petit peu les homologations de d'immeubles acoustiques. Là. Je ne trouve pas, mais ça va être un gros cabinet. Donc, peut-être le point qui pourrait être un peu emmerdant, c'est s'ils se connaissent très bien. Et ça, c'est le pire. Pour arriver, mais vraiment, ils sont chacun a une division. Ça a arrangé sur la solution finale. Alors, ils ont, pour en avoir discuté avec Delhomme, le deuxième Delhomme acoustique, il m'a dit effectivement sur la place de Toulouse, on n'est pas 250 000, on finit par se connaître. Mais il y a un cadre déontologique qui fait qu'ils n'ont pas le droit de s'échanger des informations à partir du moment où ils ont connaissance qu'un cabinet travaille pour un maître d'ouvrage et l'autre pour le maître d'œuvre. Théoriquement, mais ça, c'est une garantie verbale. Y a-t-il d'autres oui, les bureaux de contrôle, alors, les bureaux de contrôle indépendants de l'habitat sympa de ce côté qui est en face, ne sont pas habilités à faire des mesures ou des contre-expertises, un truc comme ça. Je pose une question. Je ne sais pas, parce que je sais qu'à Champ-Meyer, on avait un laboratoire acoustique. Mais bon, après, il y a un DTU, il y a des règles. C'est un job quand même, je pense. Après, s'il y a un conflit, c'est des expertises, c'est comme dans la géotechnique. Hein. S'il y a des remontées négatives, c'est un expert auprès de la cour, qui intervient. Voilà. Après, certains ont des agréments. En fait, c'est pas juste le fait qu'il va surveiller ou qu'il va contrôler à la fin si on a les décibels qui étaient prévus à l'arrivée de l'œuvre par contre. C'est
ils vont travailler ensemble, ils vont nous dire si il y a un double livrage qui dit n'importe quoi, qu'il fasse 14, qu'il y en a un qui dit qu'il faut 17 et que l'autre il faut 22, pourquoi 17 et 22? Donc c'est là que l'architecte est confronté à ces trucs-là. Les travaux qui ont été financés, c'est intégré, ça? C'est peut-être intégré. Mais c'est. Non, c'est pas peut-être. Non, mais oui, non, mais c'est intégré, oui, non, mais je ne veux pas brûler. Si on sait très bien qu'on va être emmerdé, tôt ou tard, on va être emmerdé. Donc, à un moment donné, si on ne prend pas toutes les garanties nécessaires pour après devant les tribunaux, oui. Le truc, il est là, il ne faut pas se cacher, c'est ça. Ouais, c'est son point de vue. Moi, à partir du moment où on a les matériaux, à partir du moment où il y a l'appareil qui va détecter, qui va couper. Non, mais ça, Gérard, c'est la théorie. Après, dans la réalité, dans la vie, c'est autre chose. Après, c'est pas le pointage qui pose problème. S'il y a des bruits, ça sera plutôt externe. Voilà, c'est tout. Non, Julien, Gérard parlait du son de sortie, du son qu'on va retrouver. Le deuxième acousticien, il est là quand même pour vérifier que tout sera bien isolé au niveau qu'il n'y ait pas un mur à la limite qui vibre et qui fasse ressortir du bruit, alors que au niveau du son sur le parking, il sera bon. Voilà, c'est uniquement ça, que les travaux soient bien validés et bien faits. Voilà, c'est dans cet esprit-là. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur ce sujet-là, quels que soient leurs avis? Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Lily, tu voulais dire quelque chose? Bien, je vous propose qu'on mette à la lumière des débats contradictoires que l'on a eus, je vous propose que l'on soumette au vote cette décision. Pour, je le redis, donc pour un montant de 4 980 € hors taxe, soit 5 976 € TTC, le recours, si vous le souhaitez, enfin, si vous ne le souhaitez pas, d'un deuxième acousticien pour une garantie de sécurité. Qui est favorable à ce deuxième acousticien? Là, il faut compter les voix, s'il vous plaît. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui? Non, j'ai compté 2. Ouais. Qui est défavorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? 1, 2, 3. Je vous remercie. Le choix du coordinateur sécurité, protection, santé, contrôle technique pour la construction de la maison communale de santé. Donc, peut-être peut-on mettre. C'est celui-là? Donc, oui, parce que je crois que Gérard, tu as regardé le comparatif, je crois. Oui, après c'est très lourd, hein, mais Socotec, c'est des professionnels dans le domaine. Donc, on le met en droit et tu vas ça fait. Comme à l'accoutumée, donc 3 entreprises ont été consultées. Oui, donc Socotec s'est occupé de pas mal de projets sur la commune. C'est des gens qui ont l'expérience, la compétence, donc il n'y a pas grand-chose à dire. D'accord. C'est également en termes de tarifs, c'est moins cher. Voilà, c'est les moins 10 ans. On a consulté DECRA, les DECRA et la COM. C'est toujours les mêmes qu'on consulte? Parce qu'il n'y en a pas d'autres? Parce que. Il y en a d'autres, c'est Ok. Est-ce que tout le monde voit à quoi brûler les questions sur cette étude? Ça va? Tout le monde? L'espèce, c'est la sécurité, la sécurité du chantier, ce qui régisse un petit peu tous les artisans qui sont au-dessus, qui vont venir et qui vont intervenir sur le chantier. Et le contrôle technique, il vérifie effectivement que toutes les normes qui sont demandées sont bien respectées. Donc la proposition qui est faite. Ah, pardon.
vous avez, on avait parlé la fois passée qu'on ferait un devis pour mettre du plomb autour du cabinet qui devrait peut-être être le cabinet dentaire. Est-ce que vous avez fait le delta pour voir combien ça coûterait quand c'est vrai le plomb bas? Bah, ça, il faut le voir dans la commission santé. Hein. Moi, je n'ai pas travaillé sur cette affaire-là. Non, pour l'instant, Il n'y a pas encore. Bon, il faut mettre ça en mémoire sur le devis de cette affaire-là éventuellement. Mais tu y es dans la commission. Bon, à la prochaine. Je crois qu'il y a une commission qui se réunit jeudi, c'est ça? Jeudi, il y a une réunion de la commission santé qui se réunit. On pourra difficilement être jugé parti, mais sinon, effectivement. Ok, donc la société Socotec est proposée pour ce travail-là pour une somme hors taxe de 7 250 €, soit une somme DTC de 8 700 €. Qui est favorable à cette décision? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons un complément à décider pour la maîtrise d'œuvre d'atelier de l'architecte Philippe Guilbert, puisque depuis l'évaluation que nous avions faite pour les travaux, la hausse des prix liés à un certain nombre de conjonctures internationales sont passées par là, et il y a des matériaux qui ont considérablement évolué. Donc ça, on l'avait validé déjà en conseil, mais les émoluments de l'architecte sont proportionnels d'une certaine manière à l'ampleur des travaux et correspondent à un pourcentage. Ce pourcentage, il est de combien? Je ne sais pas si Si, on l'avait, c'est en 9%. C'est ça? Ouais. Au total, c'est la rémunération d'architecte. Ouais. Et donc, il avait été prévu initialement un montant hors taxe de 65 581 €, c'est ça? Non, pardonnez-moi, 51 700 €, ce à quoi il faudrait rajouter une rallonge de 13 881 €, ce qui nous fait un total hors taxe de 65 581,73 €, ce à quoi s'ajoute une TVA à 1% de 13 116,34 €. Ils ont TTC les frais, on peut dire les choses ainsi, pour l'architecte, ainsi que les taxes, s'élèveraient à 78 698 €,07. Je vous écoute. Si demain ça reprend 30%, il reprend aussi 30%. Non, c'est pas ça. Au départ, quand on vote les honoraires de l'architecte, on se base sur l'avant-budget sommaire. Après, donc du coup, il nous donne son pourcentage, ses honoraires en fonction du pourcentage de 9% et les documentaires qui sont impliqués. Après, une fois qu'on s'est entendu sur tous les travaux et sur tout ce qui doit être fait, il fait un avant-projet définitif. Effectivement, l'avant-projet définitif peut varier en fonction et est alimenté par toutes les modifications qui ont été faites entre le projet de base initial sur lequel il a détaché au sommaire et tout ce qui a été fait au définitif. Alors effectivement, il y a un pourcentage d'exécution des travaux, mais c'est surtout que les travaux qu'on a demandés, ils sont un peu différents qu'au niveau de l'avant-projet sommaire. Par contre, si demain on redemande encore des travaux, il reprend autant à chaque fois. Si c'est ça moins, ça ira en moins. Si c'est en plus, ça pourrait être en plus. Mais non, l'avant-projet définitif, là, il est définitif. Normalement, c'est qu'on reste qui sont fixés. Là, normalement, le projet, il n'a pas à changer. C'est une augmentation des tarifs des matériaux. Non, c'est ça. Quand le projet définitif, c'est fini. Ces 13 millions € supplémentaires, c'est le calcul en fait de ce qu'on
on a changé C'est ça, nos travaux. plus Et de le l'augmentation des matériaux, de cette somme-là, il a repris 9% de plus, et c'est quand même bon. Est-ce que les subventions vont en adéquation avec nos budgets ou pas? Pour le moment, ça n'a pas été demandé, mais potentiellement, on pourra éventuellement le demander. Mais pas sur l'architecte. Mais pas sur l'architecte. Sur les honoraires, ça ne passe pas. Que ce soit des bureaux d'études ou que ce soit l'architecte, c'est pas subventionné, c'est le coût sur les travaux. Sur les travaux, il y a un complément qui est demandé. Oui, là, c'est. Les honoraires n'ont jamais été sollicités. Et là, dans les travaux que vous avez passés, il y avait un gros delta entre l'initial et Oui, la réactualisation. Sachant que l'immobilisation de base, pour l'architecte, on peut parler des pourcentages qui sont relativement c'est définitif. C'est définitif. C'est la Mais c'est les archives sociales. De base, il y a une correction quand même qui Si c'est tous les archives comme ça, on risque de retrouver cette problématique sur les prochains projets aussi. je pense qu'il faudra les ficher un peu, bien sûr. On est aussi tombé sur une période de correctif, il y avait des augmentations qu'on n'a jamais vues. Alors, tu dis sur les autres projets, Mais la période est difficile, elle risque de continuer. le seul projet sur lequel on pourrait avoir le même type de conséquences, c'est le presbytère. Parce que sur la maison de santé, on a pris la décision, l'évolution des prix des matériaux avait déjà été prise en compte par l'architecte. Donc on aura probablement, possiblement, la même manipulation, la même gestion sur la question des travaux, ce n'est pas extrêmement gênant, même si c'est toujours un peu ennuyeux, dans la mesure où on a des demandes complémentaires de subventions qui viennent d'une certaine manière, non pas réduire totalement, mais amoindrir notre taux d'effort. Mais ce qui n'est pas le cas sur les frais d'honneur. Avez-vous des remarques, des interventions, des choses à dire sur cette décision que l'on doit prendre? D'une certaine manière, le choix est limité pour nous. Pardonnez-moi, mais bon, on va prendre une décision sur laquelle ça nous est arrivé des fois, de prendre des décisions sur lesquelles on n'avait pas décidé. Bon, qui est favorable? Je suis quand même obligé de vous le demander. Vous êtes. Jean-Julien, tu t'abstiens? Je m'abstiens. D'accord. Donc je reprends. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Le marché de travaux sur la rénovation du siège sur la salle que l'on occupe aujourd'hui. Vous en dites 2 mots en lien avec lui? Alors, ces travaux-là, en fait, moi j'ai besoin de passer cette déclaration parce qu'effectivement, il y a une société qui a fait des travaux complémentaires sur lesquels on n'avait pas fait d'avenant et du coup, la trésorerie a bloqué son paiement. Alors que les travaux ont été réalisés également là-dessus. Et en fait, il s'agissait de la reprise de l'eau. C'est tout à l'égout, la fraîcheur, tout à l'égout qui a traversé toute la salle pour aller se repiquer juste à l'angle dehors. Donc ça, à l'origine, c'était le pompier qui devait le faire, mais il y a eu une madone, et donc c'est le maçon qui ont pris ça. Avec des travaux complémentaires, c'était pas prévu dans le marché de base, donc il a fallu on a 6 millions de euros. Ça fait 6 millions, donc il faut pouvoir le concrétiser maintenant et l'intégrer maintenant. Je suis un pour laisser 40 ans. Donc c'est un avenant à 4 150 € hors taxe, soit 4 280 € TTC. C'est ça. Donc ça, c'est des travaux qui n'étaient pas prévus et qui ont eu lieu ici. C'est ça. D'accord. C'est belle cette salle. Je dis ça, je suis imposé. Elle est bloquée pour recevoir le paiement si on ne le fait pas.
J'espère que le foutu de PVC est En fait, si tu veux, il a fallu qu'ils monter une sacrée tranchée. Ouais, je ne sais pas. Moi, je vois l'avantage de PVC, mais non. Ça fait chier le linéaire de PVC. Forcément, du CDI. Non, ils ont aidé en fait, dans la chambre qu'il y avait dessous là, d'origine, pour aller choper en fait, le point d'inscription à la pièce. Donc, à côté le mur, et ils sont jetés dans la borne qui était déjà en réserve de l'autre côté. Dans le pont qui était de l'autre côté. C'est pas rien de le faire, parce que c'est après, oui, il faut bouger les pieds, là. Si vous trouvez que le mec est vrai, il faut faire ça. Mais voilà, c'est pas une partie de plaisir, et franchement, pour se rechauffer dehors, pour se rechauffer à la bouche à l'extérieur, il y a quelque chose de Ça va? Des questions par rapport à ça? Des interventions? Qui ont pris du PVC, Gérard? On va comprendre du PVC sur la télévision. Pour ce soir, vous avez votre deux. Voilà, mais ouais, moi, vous avez passé un peu là, parce que c'est un vrai métier, vous pouvez vous laisser. Qui est favorable? Désolé de vous faire travailler pour des choses comme ça. Pardon? Qui est défavorable? Tout le monde. Non. Qui s'abstient? Merci Gérard. Allez, on passe à quelque chose de plus vivant. On est vivant, on est vivant. Acquisition de tableaux numériques pour l'école maternelle et école numérique mobile pour l'école élémentaire. Eh bien non, ça ne va pas être très vivant. Mais je peux présenter les tableaux. Je vais vous dire pourquoi ça ne va pas être très vivant. Ça aurait pu être vivant. Alors tu passes au tableau de vivant. Si, bien, je veux dire, quelle perspicacité. Ça aurait pu être. On aurait pu voter ce projet, on ne va pas le voter, mais je vais vous en parler, je vais vous dire pourquoi on ne va pas le voter. Donc moi j'avais, pour équiper les écoles en numérique et informatique, j'avais fait faire 2 devis. Un par Manutan. Manutan a équipé les tableaux numériques interactifs pour l'école élémentaire. Et j'ai interrogé l'UGAP. Les moins 10 ans, donc c'était Manutan. On a l'habitude de travailler avec. Pour moi, les devis étaient dans la limite du raisonnable. Pour moi, c'était parfait. Et pour que les projets puissent venir au conseil municipal, il faut d'abord que ça passe le bureau municipal. Et jeudi dernier, donc je l'ai présenté à un bureau municipal. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as pensé à interroger MISMO? MISMO, c'est notre prestataire d'informatique depuis des années. Et bon, je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé, donc je vais voir si MISMO est capable de faire cette prestation. Et s'ils sont capables de faire la prestation, je vais demander un devis. Et donc j'ai eu MISMO, ils sont capables de nous faire cette prestation. Donc je suis en attente d'un devis. Donc je vous représenterai tout ça au mois d'avril, avec du coup 3 devis. Peut-être que MISMO deviendra en 10 ans. Donc, mais je peux vous présenter les questions. Comme ça sera du travail déjà fait. Pour les écoles, pour l'équipement numérique en informatique des écoles, on se base sur un socle numérique de base du premier degré. En fait, c'est la Cour des comptes, dans un rapport de juillet 2019, qui a fait cette préconisation. Donc, pour remédier aux inégalités, persistantes d'accès aux services publics numériques, la Cour des comptes recommande de doter écoles, collèges et lycées d'un socle numérique de base. Ce socle combinerait des infrastructures et des équipements mis en place par la collectivité responsable, avec un engagement de l'État sur la formation des enseignants et la mise à disposition de ressources
éducative, le tout concourant au développement des usages. Alors, le socle numérique de base, donc, c'est pour le premier degré, donc les écoles maternelles et élémentaires. Donc c'est des préconisations, mais c'est fortement conseillé de s'équiper, quoi. Il y a 3 préconisations. Donc, les équipements de base dans la classe. L'équipement de base dans la classe, donc c'est un vidéoprojecteur. Option alternative, donc c'est les tableaux numériques interactifs. Donc ça, je vais demander un chiffrage pour l'école maternelle, parce que l'école élémentaire a été dotée de tableaux numériques interactifs par la précédente municipalité. Les 5 salles de classe sont équipées. Donc ça, c'est bien l'équipement pour l'école maternelle. C'est des vidéoprojecteurs avec des grands tableaux, je crois que ça fait 1,30 m sur 1 mètre. Et donc, à l'aide de l'ordinateur, ils peuvent tout projeter. Et pour l'école maternelle, ce qui a bien vu, c'est interactif, ils peuvent même, avec le doigt, toucher, s'approcher, les enfants toucher. Par exemple, vous voyez la lettre N, ils vont toucher. Donc voilà, donc les préconisations, c'est ça. Pour le moment, à la maternelle, il n'y a même pas de vidéoprojecteur, il y a une télévision qui... Comment tu dis? Catholique. Donc ils restent comme ça, voilà. Donc il est très urgent de les équiper. Donc le vidéoprojecteur, voilà. Et tout ça, c'était relié à un poste de travail, donc un PC portable. Donc j'ai aussi fait le chiffrage pour l'école maternelle de 3 PC portables par classe. Voilà, ça vous le retrouverez. Pour l'école élémentaire, alors pour l'école élémentaire, par la présente municipalité, donc il y avait les tableaux numériques interactifs et il n'y avait pas eu d'équipement d'ordinateur portable. Alors, elles se débrouillent avec, il y a 3 enseignantes qui viennent avec leur propre PC portable. Il y en a une qui fait avec un PC fixe qui a une vingtaine d'années, et l'autre, elle a seulement la tour et elle n'a pas l'écran. Donc, quand elle projette, elle découvre ce qu'elle projette, elle ne peut pas voir à l'avance ce qu'elle va projeter sur les. Donc, bien qu'à l'école élémentaire, il y ait déjà des tableaux, dans les devis, j'ai demandé un équipement pour donc les ordinateurs portables, 5 ordinateurs portables. Voilà. Après, dans les équipements de base, il y a aussi appareil photo numérique et tablette. Alors, j'ai demandé un appareil photo numérique pour l'élémentaire. La maternelle, il y a 2 classes qui sont équipées, la 3e qui n'est pas équipée. Donc, il y a une tablette pour l'école maternelle. Et après, il y a des haut-parleurs enceintes pour mieux entendre avec les tableaux. Et tout ça, c'est dans les yeux. Après, il y a les équipements mobiles mutualisables pour chaque école. Donc, complémentairement à cet équipement de classe fixe, il convient de disposer d'équipements mobiles mutualisables. Ça, c'est la classe numérique mobile. Donc, dans l'enseignement des élèves de CM1, CM2, 6e, il y a l'informatique qui est au programme. Actuellement, à l'école maternelle, on dispose d'une classe informatique avec des ordinateurs fixes qui ont 15 d'hectares. Donc, ils sont HS et ça fait 3 ans que les enfants ne peuvent pas faire de l'informatique. Mon fils, pour le petit histoire, est parti au collège, il n'a jamais fait d'informatique là parce que les ordinateurs sont. J'ai dit l'école maternelle, pas l'élémentaire. Vous avez compris, on en a parlé déjà. On t'écoute, hein. Parce qu'on ne passe pas quand même de l'école maternelle au collège. Ah bon, ça peut. Si on est brillant, ça peut. On l'a fait, on a fait maintenant au collège. On voit aussi le. Pourquoi tu rigoles? Vas-y, continue. Voilà. Donc j'avais fait faire un devis à notre informaticien pour rénover un peu tout ça. Le devis était exorbitant, il fallait tout changer. Il y en avait pour
7 000 € rien que de refaire du neuf avec nos vieux ordinateurs. Donc il m'a fait le devis, je l'ai. Mais il m'a dit, moi j'ai fait le devis, je ne ferai pas de travail. Vous serez tout le temps embêté. Donc j'ai fait chiffrer ce qu'on appelle maintenant une classe numérique mobile. Donc c'est plus les élèves qui vont dans la salle informatique, donc en plus ça va libérer une classe, c'est un chariot sur des mètres, un chariot de charge, et à l'intérieur, on met des ordinateurs portables. Combien? 16. Parce que les préconisations, c'est pour 4 classes de 10, 12 à 15 terminaux. Nous, on a 5 classes, donc la conseillère pédagogique numérique m'a dit qu'il faut 16. Donc voilà, donc j'ai fait chiffrer. Et pour la petite histoire, celui qui est le moins cher, c'est 7 000 € la classe numérique mobile toute neuve. Voilà. Et voilà. Après, les équipements de l'école, le bureau de direction est équipé d'un ensemble numérique permettant l'accès. Bon, voilà. Donc il faut aussi un portable pour chaque directrice, parce qu'à l'élémentaire, la directrice fait avec son portable personnel et à la maternelle. Donc voilà. Donc les devis comprenaient tout ça. Donc pour la maternelle, 3 vidéoprojecteurs avec 3 écrans, donc la solution interactive tactile, les enceintes qui vont avec, l'équipe de dépôt, voilà, tous les cordons qui vont bien, 3 ordinateurs portables dans chaque classe, plus un de direction. Après, elles avaient demandé des kits souris clavier, parce que faire un peu c'est pas très pratique. Une tablette, un graveur lecteur de DVD, de 45 € pour la maternelle, parce qu'elles ont des petits CD, des petits trucs à 27 ans pour passer aux enfants, des films, tout ça. Et une sono portable. Et pour l'élémentaire, dans le chiffrage, après, ça sera, j'ai donné les mêmes consignes à Mismo pour chiffrer. Pour l'élémentaire, ça sera donc la classe numérique mobile avec un chariot de charge et de rangement, 16 ordinateurs, 6 ordinateurs portables, un dans chaque classe et un en direction, les kits clavier souris, les enceintes, les points d'accès, les cordons, l'appareil photo numérique et un micro sur USB et des visualiseurs aussi, 4 visualiseurs. Je ne l'avais pas dit, mais c'était dans les préconisations. Je vais vous expliquer. On les a dotés d'un il y a 2 ans. Un visualiseur, c'est un petit appareil avec un truc flexible là. Et là, ça a une petite caméra. Et en fait, tu l'allumes et tu mets la caméra sur un tout petit truc. Et ça te projette pour les manuels, quand il y a moins de sous, elles achètent moins de manuels, ça permet de mettre la caméra sur le manuel et les enfants ont tout en grandeur écran. Voilà. Donc je vous ai tout expliqué. Et maintenant, j'attends. Sachant que tu es sur des devis, des premiers devis qui sont de quel ordre? 10 400 € pour une école et 10 300 € pour une autre école. À savoir qu'il y a 40% de subvention du conseil départemental et je suis en train de voir avec du SCOL si voilà, je cherche. Comme pour les autres projets, j'ai cherché, j'ai trouvé. Vous avez même subvention pour COSELF et EcoCity, ça ne va bien. On a des subventions du CELF et c'est vrai que c'est top, quoi. Moi, j'ai juste une question. Quand on aura ce chariot avec ses 16 ordinateurs, est-ce qu'on a les conditions de sécurité pour ne pas se faire piquer tout ça? Ou est-ce qu'il y aura une armoire fermée, blindée? Est-ce qu'on aura quelque chose voilà. Est-ce qu'on prévoit d'avoir un endroit qui est sécurisé, qui évite qu'à un moment donné, il y a des gens qui sachent qu'on est 16 ordinateurs à temps? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup? C'est ma question. D'avoir un truc blindé quelque part, un truc, je ne sais pas, qui. Non. Oui, ça je sais pas. Si. L'école a déjà été. C'est un endroit sécurisé, je pense qu'il faut une armoire sécurisée. Ouais, il faudrait qu'on ait quelque chose. On va ajouter à l'assurance globale de la mairie. Ah, mais de toute façon, il y a un montant qui est là par. Ou alors la pièce, ça sera rangé dans la salle informatique actuelle. On ne peut pas changer les. Je sais pas, les 3 points. Oui. Et pourquoi pas?
Bon voilà, l'idée, ça sera peut-être de quelle manière on aura ce matériel-là pour la rentrée prochaine. Oui, on l'aura avant, si ça passe en avril, on l'aura avant. Et de toute façon, l'école maternelle, elles ne veulent pas qu'on fasse ces travaux aux vacances de Pâques, elles veulent qu'on fasse ces travaux. Celui qui sera retenu fasse les travaux l'été. Ça veut dire que peut-être qu'il faudrait, puisque ça passera au prochain conseil, si vous en êtes d'accord, on prévoit un système de sécurité, quel qu'il soit, de façon à ce que, du compte, on ne se fasse pas barber matériel. Je ne sais pas, est-ce que ça existe? Avec les entreprises, il y a des armoires blindées où il y a des codes pour récupérer des portables. Ce sont des ordinateurs qui sont spécialisés pour les enfants, pour des manipulations. C'est ça. C'est les enfants de l'interne, c'est pas pour la maternelle là. Oui, mais Faut les renforcer. on voit comment nous on fait des ateliers, ils appellent les noms, on voit comment certains enfants. Non, mais est-ce que ce sont des ordinateurs? Ce sont des ordinateurs basiques, des ordinateurs destinés à un public plus jeune. Qui sont adaptés à des enfants. Pour moi, ça va être basique. Ça peut être une gamme professionnelle qui sont Un seul à la fin. Non, moi je pense que les ordinateurs, ça ne sera pas de l'industriel, ça sera des basiques, mais peut-être il y a certaines gammes professionnelles qui sont plus résistants au choc, aux manipulations, par rapport à un ordinateur grand public, mais il n'y a pas d'ordinateur type militaire. S'il vous plaît, Marie-Cécile, on s'écoute. Je n'ai pas entendu, excuse-moi, je n'ai pas entendu. J'imagine que ces ordinateurs souffriront. Quand ils les ont utilisés, On le présentera, mais si c'est une classe numérique mobile, ça doit être. Oui, ça peut être. ils sont deux par ordi, non, c'est ça? Oui, ils sont deux par ordinateur. Ils l'ont déjà fait. C'est pas pour des classes de 32, mais ils équipent toutes les écoles avec ces ordinateurs-là. Voilà, je vais essayer simplement une idée qu'on ne l'achète pas au nom de mai. J'ai une petite par rapport à ça. Vu que c'est au niveau ministériel que ça a été décidé, ça a été équipé. Ah oui. Comment se fait que la CCF ne soit pas dans la boucle, puisque ça concerne tous les établissements scolaires? C'est pas la compétence. Mais laissez pas les gens finir. Peut-être, mais justement, ça aurait pu être discuté pour, par rapport aux établissements du frontonnet, par exemple, faire des achats groupés. Faire des achats groupés, oui. Subvention, non. Non, Je crois que le fronton est déjà équipé. de l'investissement. Je pense que le niveau d'équipement au sein des communes de la CCF, elle est complètement disparate. Et donc, du coup, je pense qu'il y a déjà pas mal de communes qui ont été Ça en est là. Le problème, c'est que. Pourquoi on appelle CCF? C'est pour mutualiser les coûts, c'est ça? Alors, Non, Il y a 4 millions pour faire par caisse. j'ai le descriptif. J'avais une question au revoir. J'ai le descriptif du chariot. Système de verrouillage à 2 points pour chacun des compartiments à l'avant et à l'arrière et des serrures à clé placées sur le chariot. Donc c'est un verrouillage de 2 points. le chariot peut être emporté. Oui, le chariot peut être emporté. Bon, on va le voir, mais c'est une question à étudier après. Et après, pour les écrans, pour la deuxième question, enfin la première, où il y a eu des problèmes d'écran, en début de mandature, on a quand même changé les PC, il y avait des écrans qui étaient pour le dispositif. Quel PC on a changé? Les PC de chambre, Mais pas pour les écoles. Pas pour les écoles, hein. ce matériel-là, Et des on a déjà aussi les autres ordinateurs. il est été remplacé. Il y a combien d'ordinateurs qui sont HS aux écoles? 15. Donc on a abondé un peu là-bas, et c'est vrai qu'on ne peut pas les allumer.
On vote, oui, pardon, Abdel. J'allais dire, par rapport à, c'est le prestataire qui va assurer le support. Mais si c'est le seul, oui. C'est le prestataire qui va assurer la formation, le support. Y compris la formation des enseignants. Oui. Donc voilà, je vais en Donc, parler. on ne le présente pas au vote, hein, puisque Aurore propose de compléter la recherche des devis. Et donc, sans transition, Gérard, puisque on parlait de la collectivité commune, nous devons délibérer sur la convention de mise à disposition des services pour l'instruction des actes administratifs de l'urbanisme. Donc vous savez que la CCF assume pour le compte des communes un travail concernant l'urbanisme, que ce travail est précieux. Même si Armel et que l'équipe de salariés dont Barbara fait partie, et je profite de l'occasion pour la remercier pour son engagement et son professionnalisme, ainsi que toute l'équipe, ça va toujours mieux en 10 ans. Même si ces personnes-là font un travail remarquable, on a un travail d'instruction qui est fait par la CCF et qui est là aussi de qualité, relativement réactif, qui nous évite d'avoir en interne des compétences qui sont à ce niveau-là, mais tout ce qu'on a à la CCF, il faut bien que ça soit payé quelque part, et donc c'est pour la majeure partie des communes qui le payent, et donc en ce qui concerne cette affaire-là, c'est une charge pour la collectivité. La délibération ne concerne que l'autorisation à signer la convention. La convention est là, et la charge pour la commune. Elle est de 19 580,48 € TTC. Donc ça, d'une certaine manière, c'est la somme que l'on donne à la CCF pour qu'elle assume cette mission d'urbanisme, mais que c'est la même chose sur les autres choses sur lesquelles elle a compétence. Non, mais je sais que je sais que tu étais sur les 3,8 millions de résultats de la CCF. Je sais que tu as du mal à les avaler. Ça ne représente pas les 5% de ce que l'on vote à eux, puisqu'il y a une charge de la communauté de communes. Oui, oui. Et voilà. 40%, 19 000, c'était 40%. Donc voilà, donc il est question que vous m'autorisiez à signer la convention des annuelles, cette convention. Oui. Et c'est le même tarif chaque année. Je vais préciser effectivement le tarif de 19 700 €, c'est ce qu'on fait tous les ans dans toute la région, parce qu'effectivement, le nombre de dossiers d'instruction, d'urbanisme, d'autorisation du sol, est relativement identique. C'est un avantage, automatiquement, c'est le nombre de dossiers. D'accord. Avez-vous des questions, des remarques sur cette affaire-là? Non, c'est juste pour savoir que dans vos dossiers, à peu près, ça représente, c'est 20, c'est 30, c'est 40, j'en sais rien, c'est pour avoir. Non, Si, en fait, on a vu, quand on a fait l'enquête pour les enfants, en 2022, il y a eu 81 permis de construire. c'est ça. 80 permis, ouais. Mais oui, parce qu'on a interrogé les familles. Bon, mais il y a autre chose que la question. Et puis ils interviennent en termes de conseils lorsqu'on a des questions relativement stratégiques sur l'organisation et le devenir du village. On a des gens compétents qui se déplacent et qui nous disent comment faire les choses. Ça a été le cas pour la salle des fêtes, ça a été le cas pour le spectacle, etc. Des questions par rapport à ça? Tout va bien? Je vois faire l'amour et moi. Ok, qui est favorable donc à l'autorisation de les donner de la signature de cette convention et qui engage la vie pour une somme de 19 580 €?
Je n'avais pas souvenir qu'on avait voté ça merci, mais bon, j'ai quelques analyses psychiques. Je sais que toi, tu t'en souviens pas, parce que tu ne te souviens pas de moi. Ouais, exactement. Ça me permet de toujours redécouvrir quelque chose. C'est bon, Jean-Luc, j'ai raconté, mais tu peux baisser le doigt, Isabelle, c'est fini, on a voté. Mais sinon, je te réveille demain. Ok, allez, on progresse. Convention pour la réalisation de l'aménagement paysager du giratoire au 10 chemin. Tu nous en parles, Denis? Merci. Alors, il faut qu'on conventionne entre le commune et le département pour pouvoir monter un muret et inscrire, comme on avait voté à un dernier conseil, le Nodric et puis je suis. Perso du Bruxelles blanc. Donc, pour monter tout ça, il faut qu'on conventionne avec la commune. Donc, il nous faut aujourd'hui cet accord-là pour qu'on puisse l'envoyer au département. Et à savoir s'il peut nous accepter et la hauteur et tout, mais normalement, c'est une proposition qui est faite par la communauté de communes et qui aurait dû voir avec le département, donc ça ne devrait pas créer de difficultés. Et si donc on a l'accord du département, on va rencontrer ce niveau-là. Donc on peut aussi pour faire le petit local en même temps qui est à côté de l'église qu'on doit rénover. Pour une petite salle de réunion culturelle. Voilà. Donc là, il est question de la convention entre le département et la commune. Aussi une convention préparée par la CCR et qui nous permettrait, si possible, dans les meilleurs délais, d'avoir un aménagement sur ce rond-point parce que les ZSA commencent à y pousser. Ça fait que, puisqu'on a voulu faire des entrées de village, que ça soit l'entrée de village, on y viendra après sur ton éclairage. N'aie pas peur, tu vas m'entendre. Donc voilà, la convention, l'idée c'est de faire un mur et puis d'avoir une organisation paysagère qui reprendra probablement un peu la tradition. On verra les plans que l'on met à ce moment-là. D'accord pour cette convention? Alors, Jean-Luc Bourset, qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Merci. Alors maintenant, Didier, tu as oublié. Donc, éclairage du giratoire, route du Gourdis et du Fronton. La parole est à Didier Garrier. Merci Didier, c'est refusé. Par le biais du même rond-point. Ouais. Donc c'est pour permettre l'éclairage digne de ce nom sur le rond-point, donc il mettra bien sûr en valeur l'écriture et le mur qui sera dessous. Il y a plusieurs choses en fait. La route dans la plaine a été soldée avec une partie de l'aménagement qui était fait sur ce rond-point, le positionnement du poteau, qui est le poteau de récupération. Nous avons sorti, qui était sur l'îlot central au rond-point de la plaine de Selèvres. Ce poteau a été repositionné sur le rond-point de la route de Fronton. Et sa mise en place et le socle qui permet de le soutenir, ça a été soldé par le programme qui avait déjà été voté sur la route de Montpellier. Aujourd'hui, nous allons voter uniquement donc la mise en place de la lumière. Aujourd'hui, il y a deux lampadaires qui sont les lampadaires que nous avons récupérés, qui ne sont pas forcément. Il y en a un qui tient un petit peu à la ficelle, donc qui, voilà, c'est pas génial non plus. Qui sont avec un éclairage sodium, c'est-à-dire un éclairage jaune, et qui est plus tout à fait dans l'air du temps, sachant que toute la route de Fronton qui suit, c'est un éclairage à LED, donc un éclairage blanc. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de mettre en haut du mât qui est existant, donc un système en fait de trois lampes qui vont être positionnées sur le haut du mât et qui vont éclairer, légèrement incliné, éclairer la totalité du rond-point, pas comme ça l'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a ce que ces deux jaunes qui éclairent en fait juste l'air qui est dessous, la motte de terre qui est dessous. Donc il reste en fait à financer aujourd'hui, cette part reste à la charge à la commune, donc de ces 1 380 €.
correspond donc à ce triplement que nous allons mettre en haut du mât actuel. Voilà. Et on déposera en même temps la lampe qui est sur le poteau béton, qui est sur le côté route de Bourdis, qui a déjà une fosse à l'aide, que l'on déposera et qu'on gardera en réserve peut-être pour positionner à un autre endroit. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer au vote pour justement ce restant en charge d'une valeur de 1 340 €, restant en charge de la mairie. Voilà. Pour continuer l'opération rond-point route de la Plaine, Donc c'est une proposition la plus économique possible, puisqu'on était parti sur des choses dont la qualité esthétique était supérieure, mais dont le prix était aussi un peu élevé. Et donc Didier a proposé que, compte tenu du fait qu'on ait éteint une bonne partie de l'année maintenant, comme de nombreux villages, que bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on remarquera, et donc voilà la proposition qui est faite. Avez-vous des questions, des remarques, des choses à dire sur l'éclairage de ce rond-point? Non? C'est pas des galettes d'autoroute. Hein. Non. Hein, Jean-Julien, c'est pas des galettes d'autoroute. Non, mais il devrait pas demander aux gens de voter. Donc je m'exécute. Hein. Qui est favorable à la décision, à la proposition portée par... T'avais peur de dire quelque chose sinon. D'accord. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? J'ai lu ta communication non verbale. Voilà, on a épuisé l'ordre du jour. Vous rappelez, s'il vous plaît, votre attention encore quelques instants, que nous avons la deuxième partie du débat d'orientation budgétaire sur la question du budget 23 qui aura lieu le 3 avril à 20h. Que nous avons le prochain conseil municipal qui a été avancé parce qu'il doit avoir lieu pour voter le budget avant le 15 avril. Et donc, exceptionnellement, il aura lieu le mardi 11 avril. Parce que le 10, j'avais dit le 10 le 10 de Paris. Donc, c'est du c'est lundi de Pâques. C'est pas trop grave parce qu'on doit le faire. Voilà. Donc, je répète, deuxième partie du débat d'orientation budgétaire, tous les élus sont convoqués à cette commission, comme d'habitude, le 3 avril. Ça, c'est un travail en prévu. Le vote du budget, il aura lieu au prochain conseil, il y aura d'autres choses à l'ordre du jour, donc probablement la question de l'équipement des écoles, le 11 avril, donc c'est exceptionnellement un mardi. D'accord? Il y a une commission santé, pour ceux qui font partie de la commission santé, pour travailler sur le projet de maison médicale avec Lily et faire le point sur les différentes choses qui sont engagées, le 23/03, c'est-à-dire après-demain. Et il y a la commission santé et le bureau municipal qui sont invités le 11 avril à 10h pour échanger avec un organisme lié à l'ARS et qui va nous accompagner sur l'élaboration d'un projet local de santé pour éviter qu'on ait un bâtiment avec des médecins ou des pharmaciens et des professionnels de santé, mais qu'on ait un projet local de façon à qu'on ait une teinte et une orientation, puisque ce sera un projet communal, que les praticiens, d'une certaine manière, s'orientent dans le besoin de santé de nos administrés. Et donc ça a lieu le 11 avril à 10h. Le bureau municipal est convié s'il peut et la commission santé est vivement invitée. Donc j'ai envoyé sur bureau conseil Lily, et c'est Lily qui vous retransmettra cette affaire-là. J'ai eu la confirmation aujourd'hui de la venue donc, du docteur Butèche et d'un certain nombre de son équipe. Pour ceux qui le connaissent, moi je l'ai connu dans une autre vie professionnelle, mais c'est un homme qui est assez remarquable du point de vue du militantisme de l'accès aux soins. Il a été assez instigateur de politique de santé publique. Voilà, est-ce que je pense qu'on peut peut-être couper la retransmission
la fin de ce conseil à 21h35, c'est-à-dire une heure.